I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Hello à tous, hello les Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, on est encore dans mon décor tropical. Il va certainement vous donner envie de boire des pina coladas comme je fais à peu près toute ma vie ici. Mais moi je sais pas vous, mais ces ananas là je m'en lasse pas. Je trouve ça vraiment convivial. Dans la dernière vidéo je parlais de ma rééducation, de tout ce qu'il avait fallu que je fasse après mon réveil du coma artificiel pour pouvoir retrouver une autonomie et sortir de l'hôpital tout simplement. Pour rappel, je suis rentrée à l'hôpital le 12 février 2013, date à laquelle mon costume a pris feu, date à laquelle j'ai eu mon accident, et j'en suis sortie 6 mois après. Dans cette rééducation, plus j'avançais, plus je retrouvais une autonomie, plus je m'approchais de la sortie. Un jour, j'ai senti en fait que j'étais capable. Donc j'ai fait venir mon chirurgien dans ma chambre d'hôpital et je lui ai demandé si au moins un week-end, je pouvais rentrer chez moi. Je ne pouvais pas rentrer définitivement parce que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de la rééducation, il fallait qu'on m'endorme encore sous anesthésie générale pour changer la totalité de mes pansements. Mais je sentais que j'étais capable de pouvoir rentrer au moins un week-end. Le chirurgien a pris en compte ma demande. Il a quitté ma chambre. Il est revenu quelques heures plus tard et il m'a dit « Ok, ce week-end tu rentres chez toi ». La première chose que j'ai fait avant même de pleurer, c'est que j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « Maman, pas la peine que tu viennes ce week-end ». Et elle m'a dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Et je lui ai dit « Parce que ce week-end, je rentre à la maison ». Et là, ça a été incroyable. Ça a été l'explosion de joie. Et je me rappelle du jour où je suis montée dans l'ambulance pour la première fois, où je quittais l'hôpital. Ça faisait 5 mois que ça ne m'était pas arrivé. Je quittais l'hôpital, j'étais dans l'ambulance, allongée parce que je ne pouvais pas tenir assise encore. Je suis arrivée chez moi, il y avait des ballons de partout. Il y avait ma chienne qui m'attendait. Ouais, il y avait tout en fait. Il y avait les ballons, il y avait ma famille, mes grands-parents, mes frères, tout le monde. Ça m'avait fait un bien fou en fait. Ça m'avait fait un bien fou de retrouver ce monde dans lequel j'avais grandi, cette maison, cet entourage, tout ce que j'avais l'habitude de connaître, de sortir surtout de ce milieu hospitalier, de toutes ces machines, de ces chambres blanches, de pouvoir retrouver un peu mon cocon en fait, de pouvoir retrouver mon chez-moi, mes habitudes. Ouais, c'était magique. Et en fait, en retournant à l'hôpital, mon chirurgien m'a annoncé que tous les week-ends, j'allais pouvoir rentrer. La semaine passait beaucoup plus vite à l'hôpital parce que je savais que le week-end, j'allais rentrer, que j'allais retrouver mon chez-moi, ma famille, mes frères. Et c'était un soulagement. Vraiment, c'était un soulagement. J'avais beaucoup de visites parce que du coup, Toulon, c'était beaucoup plus loin que chez moi. Mes amis venaient, ma famille, tout le monde était là et tout le monde se serrait les coudes et c'était merveilleux en fait. C'était merveilleux de voir toute cette entraide autour de moi, autour de mon accident et de voir à quel point ma famille pouvait être soudée par rapport à tout ça. C'était, je vous le cache pas, hyper fatigant. C'était hyper fatigant parce que, comme je vous ai dit, j'avais à peine réappris à marcher et à traverser le long couloir de l'hôpital, mais monter les escaliers c'était fatigant. Je passais mes journées sur le canapé, mais rien que le fait d'être entouré par les gens que t'aimes, ça c'est magique. Ça c'est magique. Pouvoir serrer ton chien dans tes bras, parce que ça fait 5 mois que c'est pas arrivé, pouvoir sentir ses poils. Je me faisais engueuler parce que mes parents avaient peur que les poils rentrent dans les pansements et que ça infecte mes cicatrices, mais j'avais juste envie de prendre ma chienne dans mes bras, mes chats, et de pouvoir retrouver tout ce qui m'appartenait en fait, finalement, tout ce qui m'appartenait. Un jour à l'hôpital, en semaine, je me suis rendu compte que dans le week-end qui allait suivre, il y allait avoir la fête de la musique. Et la fête de la musique, c'est quelque chose qu'on fêtait tout le temps avec mes amis avant mon accident. Et du coup, je m'étais dit, il faut que je le fasse. Va y avoir tout le monde, mais j'ai trop envie en fait. J'ai trop envie de retrouver les gens que j'ai pas vus depuis des mois, et j'ai trop envie de passer ce moment avec mes amis en fait, tout simplement. Et j'étais dans l'ambulance pour rentrer chez moi et je parlais aux ambulancières et elles m'avaient dit, t'inquiète, quand on arrive chez toi, on en parle à ta maman et on va lui dire que c'est super important pour toi. Ma maman avait peur en fait, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je tenais pas debout, j'avais plus de force. Chez moi, je restais assise.
C'était compliqué en fait pour ma mère de me laisser sortir après 5 mois d'hospitalisation à la fête de la musique avec des jeunes qui dansaient autour. Elle avait peur que je me fasse bousculer, elle avait peur que je m'évanouisse, que j'ai des vertiges. Et aujourd'hui, avec du recul, je la comprends. Mais à l'époque, j'avais 16 ans et j'avais juste une envie, c'était de sortir comme avant. Mes parents m'ont laissé aller à cette fête de la musique. Et tout ce que je peux te dire, c'est que les meilleurs étaient là. Ma meilleure amie, avec qui on avait le même costume, m'a pas lâché de la soirée. Euh, Mais je vais pas pleurer à chaque vidéo. C'est tellement beau de voir à quel point ma meilleure amie était là pour moi. Elle m'a pas lâché de la soirée. Je vous jure qu'elle m'a jamais autant soutenue que ce soir-là. Mes meilleurs potes du lycée étaient là aussi. J'ai vraiment eu la chance, et j'ai vraiment la chance d'avoir des amis en or en fait. J'ai la chance d'avoir ma meilleure amie qui est encore près de moi tous les jours. Mais oui, aujourd'hui on a grandi, on a toutes pris des chemins différents. Mais les filles, je sais que vous vous reconnaîtrez si vous voyez cette vidéo. Mais merci, genre. Merci. Du fond du cœur, parce que on se connaissait que depuis 1 an, en fait. On se connaissait que depuis le lycée. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous quitterez jamais mon cœur et que si j'en suis là, c'est surtout grâce à vous. Voilà, petite déclaration. Ça c'est fait. Ça venait du cœur. À la fête de la musique, c'est la première fois aussi que j'ai revu tout le monde, en fait. C'est la première fois que j'ai revu les amis de mon frère, des amis d'enfance, certains amis qui n'avaient pas vraiment été là à l'hôpital aussi. C'était une grosse épreuve. C'était une grosse épreuve parce que c'était la première fois que j'étais confrontée au regard, mais au regard de gens qui savaient en fait ce qui m'était arrivé. On va dire que c'est la première fois que j'étais exposée à des regards de curiosité, des regards aussi peut-être de pitié. C'est un souvenir qui me restera toute ma vie, cette première sortie, parce que c'était magique de voir à quel point mes amis me tendaient les mains, mais c'était aussi une prise de conscience par rapport, encore une fois, à ce qui m'était arrivé et à ma différence. C'était un mélange de gêne pour moi, vis-à-vis des regards, vis-à-vis de certaines questions, vis-à-vis de certaines justifications aussi, parce qu'il y avait eu de grosses rumeurs par rapport à mon accident, des rumeurs comme quoi j'avais plus de nez, plus d'oreilles. C'était en fait le moment de prouver, entre guillemets, à tout le monde que j'étais là, en vie, que j'avais gardé mon visage et que les rumeurs étaient fausses. Donc c'était un mélange de tout ça et un mélange de bonheur intense. De pouvoir retrouver mes amis, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir entendre les derniers potins du lycée, de pouvoir rire en fait, sans me dire une seule fois au cours de la soirée que j'allais devoir retourner à l'hôpital 2 jours après. Le 12 juillet 2013, 6 mois après mon entrée à l'hôpital, 6 mois pile, je le quittais. C'était la sortie définitive. Et c'était une libération. Je m'étais dit, ça y est, c'est fini, je quitte l'hôpital et je rentre chez moi. Enfin. Il était vraiment temps que je rentre chez moi, il était vraiment temps que je ne retourne plus la semaine à l'hôpital et les week-ends à la maison. Il fallait que j'avance en fait, tout simplement. Et cette sortie définitive, c'était le synonyme de tout ça. Quand je suis rentrée chez moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout était différent. C'est-à-dire que j'avais envie de retrouver mes habitudes, j'avais qu'une hâte, c'était ça. Mais toutes mes habitudes avaient changé. J'avais besoin de ma maman pour me laver les cheveux, pour prendre ma douche. J'avais, comme je vous l'ai dit, du mal à monter les escaliers. Je trouvais pas le sommeil. Je tournais en rond le soir dans mon lit, j'arrivais pas à me calmer, j'arrivais pas à me détendre. Il faut savoir que quand on a passé 6 mois dans un hôpital, dont 3 conscientes, la nuit, quand il y a un problème, quand on se sent pas bien, on appuie sur une sonnette et le personnel médical rapplique. Et si ça va vraiment pas, on vous donne un calmant et vous vous endormez. Quand vous retournez chez vous, c'est loin d'être le cas, vous n'avez pas une sonnette pour appeler papa et maman, parce que papa et maman sont fatigués aussi et qu'ils ont besoin de se reposer. Papa et maman sont inquiets et c'est surtout qu'on devient dépendant des médicaments qu'on nous donne à l'hôpital. On devient dépendant des drogues qu'on nous injecte 1 jour sur 2 en anesthésie générale. Et quand on les a pas,
ça devient une cure en fait. Ça devient vraiment une cure de désintoxication, mais c'est toi face à toi-même. Parce que tu peux pas dire j'aurais besoin de Xanax, j'aurais besoin de morphine et j'aurais besoin de kétamine là pour dormir, ça serait cool. Non, non, ça n'existe pas. Et ça, c'est un combat que tu dois faire seul. Je sais pas si on pourrait faire quelque chose à ce sujet, mais moi, personne m'a dit que j'allais être dépendante de tous ces produits. Et peut-être que si je l'avais su à l'hôpital, j'aurais fait l'effort de moins en abuser en fait. Parce que c'était la facilité dans mon lit d'hôpital de sonner quand j'arrivais pas à dormir et qu'on me donne un cachet qui allait juste me détendre. Mais si j'avais su derrière tout ce que ça allait engendrer et la difficulté que j'aurais eu par la suite pour m'en défaire, j'aurais peut-être essayé de chercher mon sommeil un peu plus longtemps quand j'étais dans mon lit d'hôpital, vraiment. Donc ouais, tout était différent, les habitudes étaient différentes, le simple fait de dormir était différent. J'avais une infirmière un jour sur deux qui venait pour changer les pansements au niveau des jambes. On était en plein été, je ne pouvais pas me baigner. Et les copines qui venaient me voir, elles venaient me voir forcément en short, en t-shirt, sans cicatrice. Et je voyais la différence en fait. Je ne pouvais pas leur dire venez en jean, c'est hors de question. Mais quand je les voyais, je me disais putain, ouais, c'était dur. C'était dur parce que là, à ce moment-là, moi j'avais des cicatrices que je détestais, qui m'empêchaient d'être moi-même. Des cicatrices qui étaient rouges, violacées, boursouflées, qui m'empêchaient de me baigner, qui m'empêchaient de mettre des shorts, des t-shirts, j'avais pas droit au soleil. Et je voyais mes copines qui allaient à la plage, même si je sais que ma meilleure amie s'en est beaucoup privée, elle me l'a jamais dit, mais je le sais. Mais oui, évidemment, elles allaient à la plage, elles sortaient en soirée, et ça faisait que je me rendais compte de ma différence, de ce que je ne pouvais plus faire, de ce que je m'interdisais de faire aussi, et de tout ce que j'allais devoir faire pour retrouver tout ça en fait. Pour retrouver tout ça. Moi, à ce moment-là, j'étais comme ça. Cette photo, elle est hyper parlante. Je crois que j'ai pas besoin de la détailler plus que ça. C'était hors de question pour moi de sortir de chez moi à ce moment-là, en fait. J'avais pas la force. J'avais pas la force. Il allait falloir, en septembre 2013, donc juste après l'été, en fait, comme tout le monde, que je retourne au lycée. Il allait falloir trouver des solutions parce qu'il allait falloir que j'accepte le regard différent que j'allais avoir comparé au regard que je pouvais avoir avant mon accident, tout simplement. Du coup, on a cherché des solutions. Et ma tati, qui a été très présente pour moi, elle m'a beaucoup aidée dans mon acceptation, dans ma reconstruction. Elle a cherché des solutions avec moi, en fait. Elle m'a accompagnée à acheter des foulards pour que quand j'ai de la visite, on ne voit pas mes cheveux courts. C'était dur, en fait, à accepter pour moi. J'avais besoin de retrouver cette sensation de me coiffer, d'avoir des cheveux, en fait, tout simplement. Et elle m'a accompagnée à acheter ma perruque. Donc là, il y a la photo en sortant du magasin. Et cette perruque, elle était incroyablement réaliste, en fait. Si vous me regardez maintenant, vous voyez qu'il n'y a pas de grande différence. Et cette perruque m'a beaucoup aidée. Ma tati m'a beaucoup aidée. Elle m'avait conseillé aussi pour le maquillage, pour essayer de camoufler mes cicatrices. Je me maquillais beaucoup parce que je voulais cacher absolument les cicatrices en bas de mon visage, la cicatrice que j'ai sur le front. Je voulais absolument la camoufler du mieux possible. Et à force d'avoir trouvé ces solutions, les pantalons légers, les manches longues légers, les écharpes légères pour me camoufler, je suis retournée au lycée. J'ai eu au lycée les premières questions indiscrètes, les premiers regards par rapport à mes cicatrices, comment elles allaient évoluer. Impossible d'y répondre d'ailleurs parce que même moi je ne le savais pas. Je le sais toujours pas aujourd'hui. Je ne sais toujours pas comment elles vont évoluer. Mais ouais, c'est là que j'ai été confrontée à tout ça. Et encore, tout le monde savait ce qui m'était arrivé et j'ai eu la chance, vraiment, d'avoir été entourée de gens bienveillants au maximum. Évidemment, on avait 16 ans, on était en terminale. Évidemment qu'il y a des regards curieux. Mais j'ai jamais eu un manque de respect. J'ai jamais eu une critique par rapport à mes cicatrices, par rapport à ce qui m'était arrivé. Tout le monde savait. Et tout le monde m'a tendu la main à son échelle. Et pour ça, je sais que j'ai eu énormément de chance. Bien sûr que j'aurais pu me faire harceler. Ils auraient pu se moquer. J'ai jamais eu droit à tout ça.
Quand je suis sortie du coma, mes potes m'ont apporté une vidéo et un livre. Et dans le livre, tous les potes du lycée avaient signé. Et ça avait été un truc qui m'avait encouragée en fait à revenir avec eux, tout simplement. Et c'est pour ça que les gars, si vous avez été dans mon lycée à cette époque, je vous remercie tout simplement d'avoir été vous et de m'avoir donné tant d'amour, tant de soutien et d'avoir fait chaque jour en sorte que je me sente pas bien différente de vous. Au final, au lycée, même si j'étais couverte, que même pendant les cours d'EPS, je mettais mon écharpe autour du cou, mes manches longues, dehors, en plein soleil, tout le monde savait. Et au fil du temps, en fait, c'était normal que je sois comme ça. Le vrai souci, c'était quand on allait manger dehors, quand il fallait sortir du lycée, en fait, et que j'étais confrontée au regard de gens qui ne connaissaient pas mon histoire. C'est là que j'ai encore pris conscience de ma vraie différence, en fait. C'est là que j'ai pris conscience des regards que j'aurais sûrement toute ma vie en étant une grande volée. Et des regards, j'en ai pris tellement. Et à cette époque, ça faisait même pas 8 mois que j'avais eu mon accident. J'étais en colère. J'avais la haine, en fait. J'avais la haine contre la vie. J'avais la haine qu'elle m'ait imposé ce combat. J'avais la haine quand les gens me regardaient. J'aurais voulu que les gens soient plus tolérants. J'aurais voulu qu'on arrête de me regarder, qu'on arrête de me juger. J'étais vraiment en colère. Je détestais mes cicatrices. Je détestais ce qui m'était arrivé. Et c'était compliqué, en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais tout ça. C'est vraiment pour ça aujourd'hui que je veux montrer aux gens ce que c'est une grande brûlée. Je veux pas qu'un jour une gamine de 16 ans, après un accident, se promène dans la rue et subisse les regards que j'ai pu subir, tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo et en fait, on va enchaîner sur les prochains sujets. Ça va être comment j'ai fait, en fait, tout simplement pour passer de cette haine à cet amour de la vie, en fait. Comment j'ai fait pour passer du fait que je me détestais, que je détestais mes cicatrices au plus haut point, à les aimer aujourd'hui et à aimer ce que je suis devenue, à les aimer parce qu'elles font partie de moi. Comment j'ai fait pour en arriver là, devant vous, en short, en t-shirt, à vous parler d'une façon décomplexée au plus haut point. Ma chaîne YouTube, ça va être ça. Ça va être du développement personnel. Ça va être comment j'ai fait pour surmonter le regard des gens. Comment j'ai fait pour retrouver l'amour. Comment j'ai fait pour retrouver ma féminité. Comment vous pouvez faire, vous aussi de votre côté, quel que soit votre combat, quelle que soit votre histoire. J'ai vraiment envie de changer les choses. J'ai vraiment envie d'aider les gens. J'ai envie de vous expliquer mon parcours sur l'amour de soi, l'acceptation de soi. À terme, j'ai vraiment envie de faire venir des gens sur ma chaîne YouTube, quelle que soit leur histoire aussi, quel que soit leur combat, quelle que soit la maladie, quel que soit l'accident. J'ai envie qu'ils viennent là, à côté de moi, et qu'ils m'expliquent, qu'ils nous expliquent comment eux, ils ont fait pour relever la tête. J'ai envie que cette chaîne, ça soit une chaîne merveilleuse, une chaîne d'entraide, où on s'aide en commentaire, où on partage nos combats. J'ai envie que cette chaîne, à l'image de mon compte Instagram, ça soit la Phoenix Army, qu'on s'entraide, qu'on se serre les coudes. Parce que toujours, tout le temps, tout est possible. Vraiment. Et encore une fois, si je l'ai fait, pourquoi pas? J'ai trop hâte, trop hâte de faire des milliers et des milliers de vidéos. Et merci de m'accompagner dans cette folle aventure. Vraiment. Sincèrement. Merci de faire vivre mes mots. J'aime ce que je fais. J'aime ce que je suis. Et tout ça, c'est aussi grâce à vous. Je vous aime. Et c'est une fin de tournage. Tout ça veut dire, mes amis, que nous allons nous retrouver à la petite piscine de l'hôtel avec une pina colada lors du montage de cette vidéo. C'est incroyable à quel point j'aime ma vie, à quel point j'aime la vie, à quel point j'aime les ananas qui permettent de faire des pina coladas.